Moi, je serais très intéressé à ce qu'il y ait des études sociologiques un peu approfondies où on pose aux gens la question qui est quel effort vous êtes prêt à faire à condition que. D'accord ? Si on force M. Bernard Arnault à descendre de son jet privé, est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord pour prendre un peu moins l'avion ? D'accord ? Et aujourd'hui, on ne pose pas cette question. On leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour prendre moins l'avion ? En fait, les gens, une partie vont y répondre en se disant tant que M. Bernard Arnault monte dans son jet privé, je ne vois pas pourquoi moi, on viendrait me faire chier avec mon vol en avion. Je suis sûr qu'une partie des gens pensent comme ça quand ils répondent. Et je ne sais pas quelle proportion. Je ne sais pas si c'est 1% ou 90% des gens qui répondent non. Mais il y en a une partie. Vous avez mené une expérience avec vos collègues Malogent et Louis Sattelmeyer en ajoutant dans un sondage des mesures symboliques à 2 mesures qui sont considérées comme impopulaires par les responsables politiques, la limitation de la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute et l'interdiction des vols intérieurs en avion si une alternative en train de moins de 5 heures existe, qui étaient d'ailleurs 2 mesures qui ont été proposées par la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous pouvez expliquer justement cette expérience que vous avez menée et ce que vous en avez tiré comme conclusion ? En fait, cette expérience, elle vient de mon travail de terrain à la base. En fait, pendant mes entretiens, c'est revenu à plusieurs reprises que les gens disaient « Je veux pas faire ça. Bon, en vrai, peut-être que je veux le faire, mais bon, après, ils sont marrants, ceux-là, avec leur jet, ou Gabriel Attal qui prend son avion juste pour aller ouvrir une école en Bretagne, ou alors lui qui refuse de prendre le train parce que ça prend trop de temps, etc. » Du coup, je me suis dit, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens, naturellement, ils vont mobiliser ces comportements symboliques des élites politiques ou parfois économiques, dans le cas de Bernard Arnault, par exemple, qui est revenu dans l'entretien. Ils vont mobiliser ça pour refuser potentiellement certaines politiques climatiques qu'on discutait. Et du coup, l'idée, c'était, est-ce que, en ajoutant à une politique coûteuse, typiquement, ces 2 politiques que vous citiez, qui sont 2 politiques intéressantes parce qu'elles ont été retoquées, enfin, elles sont pas été incluses ensuite dans le projet de loi climat et résilience après la Convention citoyenne. Donc on s'est dit, OK, c'est des mesures qui sont impopulaires, mais est-ce que si on ajoute à ces mesures impopulaires une mesure symbolique qui s'attaquerait justement à ces comportements des élites, c'est-à-dire le comportement soit des élites économiques qui voyagent en jet, donc on pourrait interdire les jets en France ou taxer les jets, soit les élites politiques, et on s'est limité même aux ministres, donc c'est-à-dire une dizaine, vingtaine de personnes qui pourraient voyager en train plutôt que voyager en avion. Donc on peut être d'accord, c'est des mesures assez symboliques, c'est-à-dire qu'elles vont pas avoir un impact massif sur les émissions de gaz à effet de serre, encore notamment celles sur les ministres, mais elles envoient un message, elles signalent quelque chose. Et cette dimension-là, elle est très symbolique. C'est on signale quelque chose qui est, on va mettre une contrainte sur vous, les individus, donc c'est-à-dire toute la société, mais on va aussi demander à des personnes qui sont un peu dévalorisées, c'est-à-dire les élites, on va aussi leur demander, même symboliquement, de faire quelque chose au niveau de leur déplacement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, qu'en les mettant ensemble, ça faisait augmenter massivement le soutien à la politique coûteuse. Et dans le cas, typiquement, de la réduction des vitesses sur l'autoroute, donc de 130 à 110, on se rend compte que c'est un peu technique, mais d'une échelle de 1 à 4 de soutien, 1 étant « je veux pas du tout cette politique », 4 étant « je veux vraiment cette politique », si on ajoute une politique symbolique à l'égard des ministres, ça augmente le soutien de 0,6. Mais 0,6 de 1 à 4, c'est énorme. Alors, je vais le dire autrement peut-être, parce que en gros, dans la première version du sondage, où on demandait juste aux personnes si elles étaient pour ou contre la réduction de la vitesse à 110 km/h, ils étaient à 49% pour, alors que quand la mesure symbolique a été ajoutée, eh bien, ils étaient à 75% pour. Donc, ça a complètement bondi, quoi. Voilà. Les pourcentages sont plus clairs à comprendre, c'est des références. C'est vrai que je pensais aux statistiques, et donc c'est vrai que... Et sur la question de l'interdiction des vols intérieurs, à l'origine, c'était 80% des sondés qui étaient pour, et ils étaient 83% après la mesure symbolique. Donc c'est vrai que c'est moins, c'est intéressant parce que c'est un bond qui est moins important. Ça veut dire qu'il y a peut-être en fait un soutien déjà important sur cette question des vols intérieurs. En fait, ça qui est très intéressant, et c'est pour ça aussi qu'on voulait tester ces 2 politiques, parce qu'elles sont présentées comme étant comme créant l'inacceptabilité. Et en fait, on s'est dit, c'est pas sûr que ce soit le cas, parce que quand on regarde d'autres études d'opinion ou le terrain, ben, c'est pas forcément ce qui revient. Et du coup, on se rend compte qu'une politique très coûteuse, typiquement la réduction de la vitesse, là, il y a vraiment moyen d'aller chercher des gens en faisant une mesure symbolique. Quand une mesure, elle est déjà plutôt populaire, c'est vrai que c'est logique qu'on puisse pas aller chercher les derniers qui, de toute façon, voulaient peut-être pas forcément de transition écologique. Mais ce qui est très intéressant avec cette question-là, c'est que ça pose non seulement la question de la distribution de l'effort, parce qu'on va demander aussi à des personnes qui sont considérées comme ne faisant pas d'efforts, on va leur demander de faire des efforts, mais ça pose aussi la question qui est relativement symbolique de, à mon avis, j'ai presque envie de dire, faire société collectivement. Bien sûr. Parce qu'en fait, ce qu'on demande aux individus, c'est pas on va pas baisser la contrainte sur les individus. On va quand même garder la même politique, la même réduction de la vitesse. Donc ça ne change pas le fait qu'ils auront quand même cette politique qu'ils n'aiment pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en allant chercher autre chose, en allant chercher les élites économiques ou politiques, eh ben, on crée quelque chose dans la société qui est sûrement de l'ordre de, bon, bah, si collectivement on y va, alors on y va. Ça fait écho à ce que je voyais sur le terrain, qui est, comme je vous disais,
Il n'y a pas d'opposition frontale forcément à tout. Certaines personnes sont contre par principe, ça c'est comme ça, mais il y a une bonne partie de la population où je sentais une hésitation. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que ça démontre qu'il y a des citoyens qu'on est allé chercher, entre guillemets, grâce à cette mesure symbolique, sans abaisser la contrainte, mais juste parce qu'on a dit, bah, vous voyez, on va faire collectivement. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller faire là-dessus. C'est un sujet qui a pas mal intéressé, hein. Ça a intéressé les décideurs politiques, des journalistes, parce qu'ils se sont dit, mais attendez, peut-être que là, c'est en train de poser la question de c'est quoi le contrat social un petit peu écologique et comment est-ce qu'on va faire société ensemble. Peut-être que ça peut vouloir dire aller demander aux élites aussi, qui sont des personnes qui sont sous le feu des projecteurs, d'aller montrer qu'elles aussi, ce qu'elles demandent aux gens, elles vont se l'appliquer à elles-mêmes. Mais sur les 110 km/h, quelle était la mesure symbolique que vous avez ajoutée? On a séparé les citoyens en 3 groupes. Une partie des citoyens étaient seulement exposés à la mesure coûteuse, c'est-à-dire réduire la vitesse. Une partie des citoyens étaient exposés à la mesure coûteuse, réduire la vitesse et demander au ministre de voyager en train au lieu de voyager en avion. C'est une mesure qui s'attaque à 30 ministres, donc c'est très faible en fait comme impact. Et ensuite, un troisième sous-groupe qui avait la même chose, la politique coûteuse, mais on va demander aux jets privés, on va interdire les jets privés en France. Donc là, c'est une mesure symbolique, mais un peu plus coûteuse aussi pour une partie des élites économiques. Mais du coup, on s'était dit, ces 2 mesures-là, c'est des mesures relativement symboliques parce qu'elles s'attaquent à des élites politiques ou économiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait s'imaginer qu'en fait, les gens, ils vont préférer s'attaquer aux élites économiques parce que, on imagine qu'elles polluent plus. Et on imagine qu'elles sont plus... on sentirait plus qu'aller les chercher, ça créerait de la désirabilité. Et en fait, ça marchait un peu plus de s'attaquer aux élites politiques. Mais on peut imaginer là, parce qu'il y a un ressentiment très fort politiquement. On le mesure dans les sondages, on le voit sur le terrain. Les gens ne croient plus dans la politique, ne croient plus dans les élites politiques. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on sent qu'en plus d'aller chercher une idée d'équité, tout le monde contribue. Il y a vraiment cette idée de cette élite-là, j'ai du ressentiment. Je suis quand même content qu'elle fasse un effort. D'autant plus que c'est cette élite-là qui m'impose les contraintes. Et surtout qu'il y a une volonté d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on a vu quand même ces dernières années que le jet de Jean Castex ou de Gabriel Attal a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, alors que ça n'aurait peut-être pas été le cas il y a 5 ans, par exemple. Donc il y a de plus en plus un ressentiment aussi par rapport à aussi cette impression d'un 2 poids 2 mesures qui est quand même assez légitime. Quels sont les autres moyens que vous avez pu trouver à travers aussi vos recherches de ce qui a pu se passer dans d'autres pays européens, de créer une transition juste à la fois dans les discours, donc dans ces mesures symboliques, mais aussi dans les faits? En fait, c'est très intéressant parce que la transition juste, ça recoupe beaucoup de choses différentes. Ça recoupe d'abord le coût qu'on va imposer aux individus en termes de pouvoir d'achat. On peut penser par exemple à la taxe carbone ou à taxer les véhicules polluants. Ça recoupe la question des emplois. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui vont devoir changer d'emploi et qui du coup peut-être vont perdre leur emploi à cause de la transition écologique? Ça pose la question aussi de la participation. En fait, la justice, c'est pas qu'une justice distributive, c'est aussi la justice procédurale. Donc, c'est-à-dire que les gens, est-ce qu'ils sont impliqués dans le processus? Et il y a de nombreuses études qui travaillent sur des sujets différents. Ce que je sais, c'est un peu de les rassembler tous ensemble pour un peu voir où est-ce qu'on peut aller. Un exemple très concret sur le coût qui est mis sur les individus, il y a une étude qui a été menée que je cite souvent parce qu'elle est très intéressante, elle a été menée à Milan, une zone à faible émission qui impose un coût sur les citoyens en dehors de la métropole de Milan. Et donc, je précise juste zone à faible émission, on empêche les voitures diesel de rentrer en fait dans un certain périmètre. Ou alors on taxe un véhicule polluant qui pourra quand même rentrer, mais il sera taxé. Donc ça dépend des villes ou des pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que là on s'est rendu compte que les citoyens qui étaient exposés à cette taxe en vrai sur les véhicules polluants, eux ils étaient plus à même de voter pour l'extrême droite aux élections suivantes. Donc on pourrait dire très mauvaise nouvelle. Mais en fait ce que cette étude elle montre, c'est que dans les communes qui ont mis en place des mécanismes de compensation pour accompagner les citoyens qui devaient changer potentiellement de voiture, passer à autre chose, il n'y a pas eu de hausse du vote d'extrême droite. Donc ça prouve bien que dès qu'on accompagne les citoyens sur le pouvoir d'achat, ça peut marcher. On peut mettre en place des politiques coûteuses et accompagner les citoyens. Deuxième exemple, c'est l'emploi. De la même manière, dans le cas des États-Unis, il y a eu on le voit, on le paye encore aujourd'hui avec l'élection de Donald Trump, il y a dans certains territoires des grandes communautés dépendantes des énergies fossiles. Parce que les États-Unis est encore un grand pays fossile, essence, donc pétrole, gaz de schiste, etc. Ou ça peut être aussi parce qu'elles produisent des véhicules thermiques, typiquement. Et elles sont dépendantes des véhicules thermiques. J'ai un collègue... En Pennsylvanie, par exemple, il y a à peu près 500 000 personnes qui dépendent de la fracturation hydraulique. Et c'est d'ailleurs pour ça que Kamala Harris a dit qu'elle était pour de la fracturation hydraulique. Et ça prouve bien que le backlash aussi commence à rentrer dans la gauche américaine, parce qu'ils se sont dit on va peut-être perdre des voix en allant s'attaquer au gaz de schiste, qui pourtant est une aberration écologique. Mais si on prend l'exemple de l'automobile, j'ai un collègue qui travaille sur ça à l'université de Princeton. Il a mené une étude où il a montré que dans le cas du Michigan, le passage au véhicule électrique, depuis quelques années, est en train de fracturer l'industrie, est en train de créer potentiellement créer des pertes d'emplois dans certains secteurs de l'industrie. Et on s'est rendu compte que ces individus-là, impactés par cette potentielle transition, ils se sont tournés davantage vers Donald Trump en 2016, qui a fait basculer d'ailleurs l'élection dans le Michigan en partie. C'est son argument. Et ce qui est intéressant, c'est que là, encore une fois, on voit le risque. On voit le risque si on ne fait pas attention à des emplois. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des solutions. Je prends l'exemple souvent d'une étude qui est menée en Espagne aussi d'un plan de transition juste. Travailleurs du charbon, donc on s'imagine bien
c'est pas très facile, hein, parce que ça veut dire s'attaquer à quelque chose dont les gens dépendent pour travailler, mais aussi une identité très forte quand on est une communauté de charbon. Et ce que cette étude, elle montre, c'est que comme le processus en Espagne, il a été fait main dans la main avec les communautés locales. Donc un plan de sortie du charbon. Voilà, plan de sortie du charbon, donc ça veut dire que ça va être fini. OK, main dans la main avec les syndicats, main dans la main avec les communautés locales, les citoyens, on va travailler sur des plans de formation, des plans de départ à la retraite, des plans pour accompagner les communautés. Ben ça s'est traduit électoralement par une hausse du vote pour le Parti social-démocrate. C'est-à-dire qu'une politique écologique très coûteuse s'est traduite par une hausse du vote pour un parti de gauche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a vraiment eu ce travail collectif de participation, d'implication. Donc on peut répondre à ces problèmes-là. Après, j'ai de nombreux exemples, mais ça montre quand même que la transition juste, si on compense pas les coûts, si on n'accompagne pas les individus vers de nouveaux emplois, si on n'implique pas les gens dans la décision, ben on va avoir un backlash, pour le coup, qui va vraiment se traduire dans les sociétés. Par contre, si on fait tout ça, c'est possible de trouver un chemin. C'est pas facile, mais c'est possible. Et par exemple, à Milan, sur la question des zones à faible émission, quels étaient les mécanismes de compensation qui ont été mis en place ? Est-ce que c'était des aides, par exemple, pour acheter une voiture électrique ? Est-ce que vous savez à peu près concrètement quelles étaient ces mesures ? Je crois que ça dépendait assez des différentes communes qui ont été mises en place. Ça pouvait être soit des aides pour accompagner le déplacement à la mobilité, la transition vers une nouvelle mobilité douce. Ça pouvait être des mécanismes mis en place localement, par exemple, pour aller vers les transports en commun. Je crois que ça dépendait des communes. D'accord. Et l'idée, quand même, ça reste de se dire il faut accompagner les gens. Oui, on n'est pas simplement sur une interdiction et ensuite vous vous débrouillez. C'est à un moment, les individus, même s'ils étaient d'extrêmement bonne volonté, qu'ils n'attendaient qu'une chose, la transition écologique, si à un moment ils peuvent plus aller au travail, ils peuvent juste plus aller au travail. Donc il faut aussi se poser la question de comment est-ce qu'on adresse ces questions assez matérielles. À un moment, même si je veux, comment je fais ? Et moi, j'ai rencontré sur le terrain des gens très écolos, qui se labellisaient comme écolos, mais qui disaient, en fait, à la fin des fins, moi, j'ai juste pas le choix. En fait, si j'ai pas de voiture, je fais quoi ? Ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut entendre, et je pense qu'on est en train de l'entendre. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment entendre.